Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous, où, à un rythme franchement aléatoire, je démystifie le taoïsme avec une approche sérieuse, mais sans se prendre trop au sérieux. Vous écoutez l'épisode 81, s'écouter ou pas. Écoute ta voix intérieure, suis ton instinct, suis les signes. Ton corps te parle, écoute-le. Penser à soi, c'est de l'égoïsme d'enfant immature. Ça, c'est ce que je lis souvent sur les réseaux sociaux. Et là, je me mets à votre place. Entre l'injonction à suivre ses désirs à tout prix et la culpabilité de ne pas assez s'écouter, difficile de s'y retrouver. Faut-il vraiment toujours céder à ses envies, à sa petite voix intérieure? Et à quel moment passe-t-on de l'écoute de sa nature au narcissisme, à l'inconscience de l'immaturité? Où tracer la ligne? Y a-t-il un moyen de ne pas s'égarer? C'est à cette question dérangeante que je réponds dans cet épisode. Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne une tradition taoïste un peu partout en Europe. Je suis aussi le fondateur de TheDaoProject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage pratique et moderne du taoïsme. Faut avouer que je serais malvenu de critiquer l'idée de s'écouter. Je peux même aller plus loin. Je suis un fervent partisan de s'observer et de s'écouter. Pour preuve, environ un tiers de mon enseignement public est basé sur l'introspection. Alors, l'introspection, on pourrait décrire ça comme la pratique qui consiste à se regarder, à se percevoir, à observer comment notre esprit nous parle. Et vous remarquerez que tout ça, c'est que des verbes liés à la perception. Verbes qui nous ramènent à cette fameuse forme d'écoute intérieure. Si vous vous demandez en quoi consistent concrètement ces exercices, vous avez d'une part tous les nombreux exercices de Shen Gong où, tranquillement installé, on regarde notre esprit fonctionner tout en suivant une consigne plus ou moins simple. Qui dit regarder son esprit, dit bien sûr écouter ce qu'il nous raconte. C'est là tout l'intérêt de l'exercice, provoquer une réaction de notre esprit pour pouvoir l'observer. On a aussi tous les exercices liés au saut taoïste. Ici, la contemplation d'une image chargée d'une intention cachée va provoquer chez celui qui regarde une série de manifestations. Celles-ci peuvent être corporelles, énergétiques ou se produire dans l'esprit. Et de même que pour le Shen Gong, l'intérêt de l'exercice réside dans la capacité à être attentif aux changements qui vont se produire en nous et, bien sûr, à notre réaction à ces changements. Si ces pratiques vous intéressent, vous pouvez les retrouver dans les cursus de l'esprit et dans les diverses masterclass sur TheDaoProject.org. Tu parles d'écouter, mais quand quelqu'un te dit de t'écouter, il y a aussi cette notion de suivre un conseil. Comme par exemple, quand on dit à quelqu'un « écoute-moi », tu dois tourner le robinet dans l'autre sens. T'as pas pris le bon torchon? Celui-là c'est pour les chaussures. T'es qu'un gros nul. Absolument. Bien que le verbe écouter soit plutôt passif, on estime dans la vie courante qu'il doit être associé à une prise d'action. En général, on veut que l'autre agisse. C'est assez logique. Parler ou réfléchir, ça ne sert à rien tant qu'il n'y a pas de passage à l'action. Donc oui, si tu me dis de t'écouter, tu me demandes en réalité, dans ton exemple de robinet, d'agir d'une certaine manière. Il y a un sacré sous-entendu. C'est une différence claire entre la vie de tous les jours avec ses approximations de langage et la pratique où on cherche à être précis dans ce qu'on fait. Cela passe par la précision des consignes. On essaye d'éviter le flou artistique de la communication de bar PMU. Imaginons que la consigne soit « observe tes pensées ». Si lors d'une méditation, je m'entends penser que ce que je fais ne sert à rien, rester assis comme ça n'amène à rien, qu'il vaudrait mieux que je lise un livre. Je ne dois pas agir, me lever et prendre le premier roman qui me tombe sous la main. Je dois juste rester à observer. C'est plutôt évident dans ce cas. T'es là pour un exercice de méditation, pas pour en sortir et lire un bouquin. Ma faute. J'ai pris un exemple un peu trop simple. Prenons un autre exemple plus tordu. Pendant le débriefing que je fais après chaque exercice de méditation, on m'a déjà raconté, ouvrez les guillemets, avoir suivi le mouvement énergétique qui partait vers le haut parce que c'était trop bien. Et ça, c'est pas bien? Dans l'absolu, pourquoi pas? Mais là, pour rappel, on était dans un exercice de Shen Gong, donc un exercice où on regarde le fonctionnement de son esprit. Est-ce qu'en suivant un mouvement énergétique, on est encore sur le fonctionnement de l'esprit? Non, je dirais qu'on est sur le chi, ou le fonctionnement de la circulation du chi. Exactement. L'élève est sorti de l'exercice, et de toute bonne foi, car il a eu des sensations. Il croit avoir fait une super séance.
En réalité, son esprit s'est foutu de lui. Il s'est fait mener par le bout du nez. Et question production de l'exercice, on est plus proche du zéro pointé. De plus, il a renforcé la capacité de son mental à se moquer de lui. C'est un peu comme quand on éduque un animal. Chaque fois qu'on fait une bêtise, on renforce un mauvais comportement. On l'ancre, on le solidifie. Donc dans ce cas, il n'aurait pas dû s'écouter. Alors, si tu veux bien, j'aimerais que l'on fasse une vraie distinction entre écouter, qui est une réception d'une information, et agir en fonction de cette information. Dans un cas, on est du côté du yi, de l'écoute, et de l'autre côté, du ze, de l'action. C'est pas le même ministre qui opère. Pour répondre, oui, l'élève doit s'écouter dans l'exercice, ce qui, dans cet exemple, revient à ressentir la sensation énergétique, puis à observer tout ce qui se passe dans son esprit à ce moment. Il ne doit pas basculer sur un autre exercice ou sur une distraction. C'est comme quand tu as décidé de ranger le salon, c'est pas parce que tu vois un tournevis qui traîne que tu dois aller le porter jusque dans ton atelier et là basculer sur une séance de bricolage. On doit rester sur la tâche en cours. Ah oui, là je vois un parallèle avec les troubles de l'attention. Oui, c'est un trouble de l'attention. Et les parents qui se plaignent du manque d'attention de leurs enfants n'en ont souvent pas beaucoup plus. Car l'attention, c'est cette capacité à poser notre regard intérieur sur un sujet sans en changer toutes les 10 secondes. En d'autres termes, on pourrait dire s'écouter, c'est être attentif à soi. Mais dans le cas de la personne qui suit la sensation de son chi, qu'est-ce qui a fait qu'elle perd son attention première ? L'esprit réagit en fonction de l'information qu'il reçoit. Il se base pour ça sur ses connaissances et sur ses croyances. On a là la croyance que le chi, c'est plus important. Que de sentir des trucs bizarres, ça fait de toi quelqu'un d'avancé, d'évolué, de supérieur. On juge à tort qu'il est plus important de suivre la sensation du chi plutôt que de suivre les consignes de l'exercice. Et pourquoi tu dis à tort ? Logiquement, les consignes d'un exercice ont un but. Il peut être pédagogique ou de sécurité. Ne pas les suivre, c'est soit se priver de la pédagogie, soit se mettre en danger. C'est stupide, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'esprit peut donc décider d'oublier la consigne. Et tous ceux qui ont un peu pratiqué ont expérimenté ce fameux blanc, où on ne sait plus ce qu'on est en train de faire, quelles sont les consignes, et où quand on a zappé les garde-fous donnés par le professeur. Notre mental peut aussi décider de nous pousser à l'action en s'appuyant sur tous nos déséquilibres. S'appuyer sur nos déséquilibres ? Imaginons que je demande à quelqu'un simplement d'observer l'activité de son esprit pendant 5 minutes. Cette personne a malheureusement besoin de reconnaissance, de se faire voir, de briller. Là, lors du débriefing devant les autres élèves, elle me raconte qu'elle a vu des images incroyables, qu'elle flottait dans les nuages, qu'elle se sentait heureuse avec le sentiment d'une présence quasi divine. Elle a décidé de flotter toujours plus haut, blablabla. Tout le monde était en admiration, tout le monde sauf moi. Mais c'est peut-être vraiment ce qu'elle a ressenti. Oui, bien sûr que c'est vrai. Elle a vraiment pensé ça. Elle a vraiment eu ces sensations. Le problème, c'est qu'elle y a cru, car ça allait dans le sens de ses pathologies, de ses déséquilibres. Avec son discours, elle pouvait se faire bien voir, être sur le devant de la scène. Elle s'est carrément mise en scène et dans le premier rôle en plus. Et cette théâtralisation a renforcé chez elle la croyance qu'elle était incroyable. Le retour des autres, avec leur admiration un peu béate, a renforcé son déséquilibre. Il l'a littéralement nourri. Si tu vois qu'en racontant tes rêvasseries, tu deviens le centre de l'attention, tu en déduis que, pour être au centre de l'attention, il faut que tu racontes tes rêveries. Et de là à ensuite les inventer pour te présenter comme quelqu'un d'intéressant, il n'y a qu'un tout petit pas à franchir. Mais pourtant, ce qu'elle a vécu, c'était vrai. J'ai envie de te dire que si en 5 minutes, sans rien faire, tu expérimentes une relation au ciel, au divin, pourquoi as-tu tant de problèmes dans ta vie ? Pourquoi tu te plains en permanence ? Et surtout, pourquoi viens-tu me voir ? C'est bien gentil, c'est comme de faire un rêve la nuit où tu voles et t'es super calme. Mais si dans ta vie c'est l'ascenseur émotionnel et que tu as du mal à ne pas tomber malade, il sert à quoi ton rêve ? On est tous quelqu'un de formidable au fond de nous. On a tous un potentiel à la grandeur. Il n'y a aucun mal à se sentir grand ou incroyable. Mais il faut que ce soit réel, que ce soit concret, qu'il y ait des manifestations dans la vraie vie, celle de tous les jours. Pas juste au chaud dans le relatif confort de son esprit où personne ne peut venir nous challenger et nous mettre en difficulté. C'est l'histoire du roi de la caverne, qui est au top dans sa grotte, mais qui perd toutes ses pseudo-qualités au grand jour. Là, cette personne s'est écoutée et elle a plongé tête la première, poussée par ses déséquilibres. Elle s'est laissée emporter comme par un courant marin vers le large. Et c'est grave ? Se faire emporter, c'est pas grave. Si on cherche régulièrement à se regarder en face et à le faire sans phare, sans complaisance, sans arrière-pensée haute que « je veux voir qui je suis ». Ce n'est pas grave si justement on s'écoute réellement et qu'on voit le bon comme le moisi. Et surtout, si on n'agit pas sans réfléchir, en s'accrochant à notre dernière révélation interne. On va tous se faire attraper par des sirènes un jour.
L'idée, c'est à minima de le remarquer a posteriori pour ensuite corriger le tir. Puis, c'est de voir arriver le moment de l'appel du large et de le refuser. Ça nous ramène au problème de la croyance. Si tu crois que tout ce qui se passe dans ton esprit est parole d'évangile, que tes pensées sont de vraies intuitions divines, ou la vraie expression de qui tu es, si tu crois ça, alors j'ai un truc à te faire expérimenter. Ferme les yeux 2 secondes, sauf si tu es au volant bien sûr, ferme les yeux, et écoute l'activité de ton esprit. Viens au stage que j'organise en Belgique du 1er au 2 août. 17 heures de pratique en 2 jours. Viens, tu en as besoin. Viens, c'est pour toi. Viens, écoute ta voix intérieure. Viens, inscris-toi avant le 30 juin. Pour ceux qui ont bien écouté et qui pensent que dès qu'on entend quelque chose, on doit passer à l'action, vous pouvez de suite vous inscrire sur thedaoproject.org. La date limite, c'est le 30 juin. Plus sérieusement, nous réagissons au monde et à ses manifestations avec nos outils. Ces outils sont le corps, l'énergie et l'esprit. La manifestation du monde passe par les sens, donc par l'esprit. Il n'y a aucune perception qui ne soit pas traitée par celui-ci. Il va l'étiqueter en comparant à nos mémoires, il va traiter l'information avec ces 5 mécanismes de l'esprit, donc... Un déséquilibre dans un mécanisme va déformer le message. Exactement. La même histoire est racontée différemment par une personne en recherche de brillance, de mise en scène, ou par quelqu'un qui se sent inférieur, qui préfère rester dans l'ombre, ou qui se moque du regard des autres. Alors attends, pour être sûr de bien comprendre, là, les mécanismes, tu fais allusion au un, po, yi, ze, ils n'ont pas tous le même job dans ce traitement du signal. Donc tous les déséquilibres ne se valent pas vraiment. J'ai pas dit qu'ils se valaient, mais que tous entraient en ligne de compte. Prenons juste le message que je dois pratiquer chaque jour. Si par exemple j'ai une faiblesse du ze, donc de ma capacité à passer à l'action, je vais déformer ce message en me disant que je commencerai demain ou la semaine prochaine ou pendant les vacances, quand j'aurai le temps, que je serai moins stressé. Si j'ai un peu trop de feu dans le cœur, je vais déformer le message en prenant que des pratiques les plus brillantes, que je vais faire bien sûr trop longtemps. Et je vais surtout raconter à tout le monde à quel point je suis un vrai pratiquant, à quel point j'ai des expériences hors normes. Si j'ai un pot faible et une capacité à choisir un petit peu déficiente, je vais tergiverser pendant 1 heure, des jours, voire des années sur ce que je devrais pratiquer. Je vais penser que j'ai besoin de cette réflexion supplémentaire au lieu de juste m'y mettre et puis de voir au fil de l'eau, d'ajuster. Si j'ai un hun un peu faible, je peux me dire que oui, ça serait cool, mais je sais pas si c'est vraiment pour moi. Ou au contraire, avec un 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 peu trop fort, je peux m'imaginer être déjà arrivé, être au-dessus des autres, me croire supérieur tout en demandant des conseils. Si j'ai un yi un peu déficient, je vais me faire des films en cinémascope, je vais imaginer des choses, je vais réécrire mon histoire, je vais me mentir et mentir aux autres en permanence. Je vais tout exagérer pour me mettre en avant, pour qu'on me regarde. Et si on ne me regarde pas, je vais ruminer. Le degré de mensonge ou le degré de mise en scène dépend bien entendu de l'importance des soucis de mon yi. Ça me rappelle un épisode marrant. J'avais un élève comme ça qui se croyait grand méditant, réincarnation d'un quelconque super indien. Et plutôt que de faire les exercices de base, il voulait toujours plus grand, plus brillant. Il voulait surtout parler des immortels, parler des personnes accomplies. Parler, mais pas beaucoup pratiquer. Il prétendait en même temps diriger des gens sur la voie. Un jour, il me propose de me présenter à son groupe sur Facebook. Il se vend de plusieurs milliers de membres. Et je dis non, ça m'intéresse pas. Le gars, de manière amusante, pète totalement les plombs. Et le soir même, et durant toute la nuit, il m'a laissé une 50aine de messages. Il alternait entre insultes, bruit de cloche, chants, musique, insultes. Bon, heureusement, je suis toujours en mode avion. Voilà exactement quelqu'un qui a trop écouté sa voix intérieure. Celle qui, dans son cas, lui a dit qu'il était quelqu'un de grand, de supérieur, un futur être de lumière, un être transcendé, ou je ne sais quoi, et qui en même temps n'avait pas un yi suffisamment calme et posé pour voir les trous dans sa raquette. Je dis non au gars sur une vague proposition presque commerciale et il passe direct au harcèlement téléphonique. Ah ouais, quand même. On peut se demander comment il pouvait se croire un grand méditant avec ce genre de comportement. Tu as dit le mot, il s'y croit. Il y a des effets bien plus pernicieux que les impacts sur notre potentielle évolution spirituelle. Quand on a certains déséquilibres, s'écouter peut nous bloquer dans des situations horribles. Plusieurs fois, j'ai vu des personnes extrêmement malheureuses dans leur couple qui ne tentaient rien, qui n'osaient même pas penser à un quelconque changement. Leur fameuse petite voix intérieure leur disait qu'elles ne valaient pas mieux, qu'elles ne trouveraient jamais le bonheur, que ce n'était pas pour elles. On est là au comble de l'horreur. Notre propre esprit joue contre son camp, contre nous. Ces efforts nous enfoncent la tête sous l'eau. Mais pourquoi il fait ça ?
C'est une combinaison de facteurs, mais la faible estime de soi amène son lot de situations sur lesquelles le mental peut ressasser, tourner en boucle, se plaindre. Le mental, pour faire ça, réclame alors un plus gros budget énergétique. Le système, ils le sont bien, lui fournit tout ce chi juste pour générer de la chouine. Admire le gaspillage. Ce ressassement amène systématiquement à plus regarder le mauvais côté des situations. Cela va renforcer le sentiment d'infériorité et voilà un système qui s'auto-alimente comme un grand. Le mental ne veut pas que la situation aille vers le mieux. Il demande juste à bosser, à produire de la pensée. Remarquez, quand on va bien, on ne ressasse pas. Et pour lui, ne pas travailler amène une réduction drastique de son budget énergétique. Le mental se comporte comme le gars qui, dans une entreprise, claque son budget annuel. Il agit ainsi car il a peur que la direction lui réduise cette allocation l'année suivante. Il va même jusqu'à générer des faux besoins pour justifier ses dépenses. Il fait tout ça au détriment des finances de la société qui l'emploie, donc au détriment de sa propre sécurité d'emploi. Le mental, il vaut pas mieux. Il n'y a pas que la mauvaise estime de soi qui est dangereuse dans la vie. Se surestimer conduit très régulièrement à des morts sur la route. On se croit capable de gérer le virage à une certaine vitesse, on se croit capable de gérer l'accélération et l'absence de visibilité en doublant. Se surestimer pousse les gens à continuer de fumer ou de boire, car moi j'arrête quand je veux. À mal manger, car je fais un jeûne quand je veux. Cette superbe yang, pour parler jargon taoïste, va nous faire croire qu'on peut relier l'étape suivante du GR20 malgré les avertissements de Météo France. Et globalement, rajouter des petites croix fleuries sur le bord des routes et des chemins de randonnée. Alors c'est joli, ça égaye le paysage, quand tu ne mets pas la vie des autres en danger. Ok, mais comment on fait alors? Parce que, si je te suis bien, on a tous des déséquilibres. Est-ce que ça veut dire qu'on peut jamais s'écouter? Alors oui, on a tous des déséquilibres, moi compris. La première chose à faire, c'est de tous les identifier, de regarder très finement son esprit pour identifier toutes les failles, en tout cas le maximum, et donc moins se faire avoir. Pour prendre un exemple très terre à terre, si j'ai la peur du vide, quand je planifie une randonnée, j'évite celle qui passe le long d'une falaise. J'anticipe les soucis. C'est pareil avec l'esprit. Si j'ai tendance à vouloir briller dès que je prends la parole, je vais me surveiller avant d'ouvrir la bouche, pour voir si je ne tombe pas dans mon travers. C'est le coup de « un homme averti en vaut deux ». Dès qu'un souci est identifié, il faut de suite commencer à travailler. La faiblesse sera toujours là, mais la manifestation de la faiblesse peut être gommée. Si je me suis fracturé un poignet et que je ne peux pas porter de charge lourde avec, quand je vais aux courses, je prends un chariot. Je fais attention à ne prendre que le sac le plus léger avec ma mauvaise main, et ainsi de suite. Par l'attention à qui je suis, je manifeste moins souvent mes failles au quotidien. Mais comment on sait si un comportement est un déséquilibre ou pas? On peut se baser sur le bon sens, mais comme on est plutôt en rupture de stock mondial, le plus simple, c'est de demander au professeur. S'il est de qualité, il va montrer ou t'aider à observer tes failles. Et si ce n'est pas un gros escroc, il ne va pas les utiliser contre toi. Sérieusement, il faut écouter le professeur. Et quand il dit « Si j'étais toi, je viendrais au stage que j'organise en Belgique du 1er au 2 août. Tout le monde a besoin d'être un peu challengé. Allez, 17 heures de pratique. Peu importe ton niveau, tu vas en retirer quelque chose de profond. Alors, inscris-toi avant le 30 juin. Sinon, tu rateras définitivement cette opportunité. Ça serait vraiment dommage. » Je plaisante, mais oui, la qualité du professeur, avec entre autres l'absence chez lui de volonté de manipuler pour son intérêt personnel ses élèves, est un bon marqueur. Il faut aussi que le prof sache de quoi il parle. La bonne volonté, c'est essentiel, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Elle ne fait malheureusement pas tout, et elle ne peut pas compenser l'ignorance ou l'incompétence. Ça va pas plaire, ça. M'en fiche un peu. Vouloir plaire n'est plus dans le top 5 de mes déséquilibres. Il faut se rendre compte aussi que mon discours va essentiellement déplaire à ceux qui voudraient pouvoir s'écouter et se laisser porter par leurs intuitions, tout ça en dépit des preuves dans leur vie quotidienne. Est-ce que j'ai envie de plaire à des gens qui ne veulent pas faire l'effort de réfléchir ? Il faut aussi que le prof travaille beaucoup sur lui, qu'il se remette en question, en permanence. Sans remise en question, il n'y a pas de changement. N'oublions pas que le prof aussi est déséquilibré. Après, libre à vous d'écouter votre voix intérieure, de croire que tout seul, vous allez tracer votre chemin jusqu'à votre accomplissement. Il y en a qui sont parvenus. Libre à vous de vous cacher du regard des autres pour fantasmer sur votre pratique. Libre à vous de préférer stagner tout en étant persuadé d'être destiné à de grands accomplissements. Libre à vous d'écouter tous les signes qui apparaissent sur votre route sans vous questionner plus avant. Il rencontre sur son chemin des filles qui lui disent viens, on va danser, boire du gin avec du casse. Il a dansé le disco, le disco, il a dansé.
Après, s'il y a des traditions avec des professeurs, des enseignants et plein de garde-fous, c'est peut-être pour de bonnes raisons. Peut-être que des gars se sont rendus compte au bout de quelques millénaires depuis le néolithique que ça fonctionnait mieux avec un guide et un enseignement un peu plus structuré. Mais je m'avance sûrement là. Sur ce, je vous laisse, car j'ai enfin installé ma forge et que l'enclume et le fer chauffé rouge m'appellent. Comment pourrais-je ne pas écouter cette voix intérieure ? Bon, et moi avec tout ça, j'en ai oublié de vous dire quand est-ce qu'on peut réellement s'écouter. Alors une fois n'est pas coutume, je vais vous renvoyer la question. Quand, selon vous, peut-on s'écouter ? Peut-on écouter notre petite voix intérieure ? Répondez-moi dans les commentaires, répondez-moi sur Facebook, répondez-moi sur Substack et répondez-moi sur le forum de TheDaoProject.org. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne pratique.